Bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez. Est-ce que vous entendez? Est-ce que nos intervenants ce soir, nos panélistes m'entendent? Oui, très Non. bien, super. Parfait. Alors, je suis Jérôme Legrand. J'ai accompagné les étudiants du Master International Business de première année de Paris School of Business dans la création de cet événement de ce soir. Et avant de les présenter, je voudrais remercier Marie-Claire Mrejren, qui est directrice et doyenne de ce master international. La remercier pour l'opportunité qu'elle donne aux étudiants de développer cette expérience de learning by doing. Je me tourne virtuellement maintenant vers nos panélistes de ce soir. Bonsoir à vous six. Merci d'être avec nous ce soir. Émilie Corchia, d'abord, bonsoir. Vous êtes cofondatrice de My Job Glasses, entreprise EdTech de l'année 2020. La promesse de My Job Glasses, c'est de permettre aux étudiants de rencontrer des collaborateurs d'entreprise afin de toucher du doigt la réalité du métier qui les attend. Dalila Madine, bonsoir. Vous êtes aussi fondatrice d'une start-up, French Future Academy, dont l'expertise et l'activité sont le design thinking. Vous êtes aussi une spécialiste du Design Your Life, le célèbre cours de l'université de Stanford. Jérémy Lamry, bonsoir. Vous êtes Chief Innovation Officer de Job Teaser, une entreprise dont la mission est de préparer les étudiants et les jeunes diplômés à optimiser leur potentiel et regarder le futur avec optimisme. Vous êtes chercheur, vous êtes auteur, entrepreneur et spécialiste des soft skills, les compétences douces, une très belle expression. Philippe Jamet, vous êtes président d'honneur de la Conférence des grandes écoles, membre de l'Académie des technologies et directeur général de la Paris School of Business. Vous êtes bien sûr un spécialiste du développement et de la transformation des grandes écoles. Et puis, ce soir, nous avons deux modératrices, Maria Megab et Alexandre Hernandez, toutes deux étudiantes de première année de MIB, qui seront donc ces modératrices pour ce soir. Et je leur donne tout de suite la parole. Merci Jérôme. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être venu. Pour commencer notre conférence, j'aimerais bien commencer avec un sujet qui est très très important pour moi en tant qu'étudiante internationale faisant mes études à Paris. Ce sujet est bien sûr l'étude à l'étranger et aussi toute l'expérience internationale que vous avez vécue. Émilie, on sait que vous avez une expérience à Londres, Dalila et Philippe Jamet aux États-Unis. Tout d'abord, j'aimerais, Émilie, m'adresser à vous et vous demander qu'avez-vous retiré de cette expérience à l'étranger, à l'international? Quelles compétences et quels sont les challenges que vous avez vécus? Merci Mariam. Donc, bonjour à tous. En effet, moi j'ai terminé mes études à Londres, à l'université de Westminster, avant de travailler pendant 5 ans au sein du groupe Disney et de commencer ma carrière à Londres. Qu'est-ce que j'en retiens? Plein de belles rencontres, une culture différente, très internationale, parce que ce qui était génial aussi à Londres, c'est qu'on est entouré de personnes qui sont internationales et qui viennent de pays extrêmement divers. J'en retiens aussi le fait d'avoir grandi dans un groupe international où on m'a donné réellement ma chance alors que j'étais toute jeune, j'avais 21 ans, c'était mon premier poste et je gérais une équipe qui avait le double de mon âge. Et on m'a aussi appris à être un manager avec toute la notion anglo-saxonne qui va derrière. On m'a énormément responsabilisé et on m'a expliqué qu'être manager, c'était avoir des grandes responsabilités. C'était si mon équipe s'en sortait bien, peut-être un peu grâce à moi, mais surtout si ça allait pas, c'était beaucoup de ma faute. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important aussi, qui va vraiment bien avec le modèle anglo-saxon. Et donc, j'ai envie de dire que c'est une véritable chance qui m'accompagne encore aujourd'hui et des éléments que j'ai appris au travers et en travaillant avec des personnes de toute nationalité qui me servent encore aujourd'hui. Donc, plein de bons souvenirs et de bonnes expériences apprises. Ok, merci Émilie, c'est très intéressant. Dalila, pouvez-vous nous dire en quoi cette expérience a influencé votre vie professionnelle?
Donc, est-ce que l'expérience internationale a eu un impact sur vos choix professionnels dans la vie? Dalila, le micro, c'est en mute. Merci, Mariam. Merci pour cette question. Moi, j'ai eu plusieurs expériences à l'international. J'en ai eu quand j'étais à l'école où je suis partie en échange en Asie. Parce que autant je ne savais pas forcément ce que j'allais faire après mon école d'ingé, autant je savais que je voulais avoir une carrière qui était internationale. Donc, j'ai essayé, en tout cas, de façonner tout mon cursus, on va dire, à l'école pour qu'il soit le plus international possible. Donc, j'ai fait 2 échanges, un à Sydney et un à Singapour. Ce qui m'avait le plus marqué, je me rappelle le premier jour où j'arrive dans le campus à Singapour, j'imaginais, je pensais que ça allait être comme le campus à Paris. Moi, j'avais fait télécom et que c'était un petit campus. Donc, je me suis retrouvée dans un campus où, pour aller d'un bâtiment à un autre, il fallait prendre un bus. Donc, vous imaginez l'ampleur et la grandeur du campus. Donc, j'ai eu 1 heure de retard le premier jour, donc ça m'avait énormément marqué. Et moi, ce que j'ai appris, c'est un peu comme Émilie, c'est le fait, en tout cas dans ma première expérience qui était l'Asie, je vous avoue que c'était pas forcément j'ai pas forcément retenu énormément de choses des cours que j'ai eus, c'était beaucoup plus tout ce qu'il y avait autour, c'est-à-dire le fait de travailler avec des personnes qui étaient totalement différentes de moi, avec d'autres cultures, de pouvoir s'adapter à une culture qui est différente et aussi pouvoir voyager et rencontrer des personnes qui sont totalement différentes. Ça m'a permis de faire le tour de l'Asie, par exemple. Et pour répondre à ta question, ça m'a aussi permis, dans mes différents postes, quand j'ai été junior, d'être sur des missions qui étaient plus à l'international que d'autres, parce que j'avais ce background international. Et après, j'ai eu l'autre expérience qui était un peu plus après 7 ans d'expérience, qui était aux États-Unis. Et là, c'est une autre façon, une culture qui est très différente de la culture asiatique, où j'y allais parce que j'étais vraiment dans une autre optique, c'était plus apprendre et me reconvertir dans un autre domaine, qui était le design. Et là, j'ai découvert un monde un peu plus, comme disait Émilie, où on te fait confiance, on te responsabilise et on a l'impression, moi, ce que j'ai eu l'impression quand j'étais à Stanford aux États-Unis, c'est que je pouvais faire tout ce que je voulais, chose que je n'ai jamais ressentie quand j'étais à l'université, à l'école en France. Moi, ça m'avait marqué qu'à chaque fois que les gens disaient quelque chose, et ça, vous le savez tous, moi, je me rappelais les premiers jours, on était en équipe et peu importe l'idée que la personne disait, on lui disait « Ah, amazing, oh my God, amazing ». Moi, ça m'avait un peu énervé au bout d'un moment. Et en fait, ils ont beaucoup la culture du feedback. Et du coup, il fallait revenir et dire tous les jours qu'est-ce qui va pas. Moi, j'ai dit écoutez, moi, ça me surprend que même si l'idée n'est pas bonne, vous dites toujours amazing. Et j'aimerais savoir pourquoi. Et là, il me dit, et ça m'avait énormément marqué et appris, il me dit l'idée, même si elle est nulle, on ne va jamais dire qu'elle est nulle. On va essayer de dire qu'elle est amazing de toute façon. Si elle n'est pas bonne, on ne votera pas pour cette idée. Mais en même temps, on va laisser la personne s'exprimer et ne pas brider sa créativité. Ils ont un peu cette façon de faire qui est totalement différente et qui nous apprend en tout cas à pouvoir être un peu plus optimiste. Et c'est ce que j'ai appris en tout cas aux États-Unis, contrairement à ce que j'ai appris, on va dire, en Asie. Voilà, pour répondre à ta question. Je sais que je suis bavarde, donc je laisse la parole aux autres. Non, c'est très intéressant. Merci, Dalila. Maintenant, Philippe Jamet, avez-vous des conseils pour nos étudiants à propos de la dimension internationale dans la vie professionnelle? Et est-ce que vous avez des conseils comme les grandes écoles maintenant et PSB, on est beaucoup avec les étudiants internationaux. Quels conseils avez-vous pour nous pour intégrer la vie professionnelle, par exemple? Le mute button. Vous avez le micro sur mute. Oui, je n'ai pas vraiment de conseils à donner, mais je peux partager une expérience. Merci. Et mon expérience de vie à l'étranger, donc 4 ans à Washington. Moi, je voudrais dire 4 choses en fait. D'abord, on est tous quelque part. Donc, ce quelque part où on est né, on ne pourra jamais l'effacer. Ça fait partie de nos gènes et on vivra avec ça. Et il y a des moments où pour vraiment aimer son pays, il faut partir. Alors moi, c'est exactement ce qui m'a motivé pour partir. J'en avais tellement marre de la France, pour dire les choses simplement, je lui ai dit, il faut vraiment que je parte quelque temps, que je la vois de loin pour réapprendre à aimer mon pays.
Alors, ça a partiellement marché, mais j'ai surtout aimé les États-Unis, en fait. Non. Donc, je veux dire par là que des fois, il faut vraiment prendre du recul sur son propre lieu d'existence. Et du coup, l'immersion à l'étranger, c'est idéal pour ça, parce que ça permet de relativiser les choses. Et puis, de faire le tri entre ce qui est très important, ce qui est beaucoup moins important. Ça, vraiment, c'est l'apport majeur de l'international. Deuxième point, c'est que avant de partir, avant d'aller vivre à l'étranger, j'avais, comme beaucoup d'entre vous, voyagé un peu partout, 1 semaine, 2 semaines, fait des séjours dans les universités, etc. Mais ça, c'est pas une expérience internationale. Une expérience internationale, c'est vivre, c'est aller faire ses courses, discuter avec des voisins, c'est louer un appartement, c'est payer sa facture d'eau, c'est tondre sa pelouse. Bon, bref, c'est tout ça, quoi. Et ça, on le fait pas quand on est de passage. Donc, il faut passer du temps à l'international. Le troisième chose que j'ai retenu, c'est le choc culturel, quoi. Alors, moi, je me disais, bon, je vais partir vivre à l'international, j'ai choisi les États-Unis parce qu'en gros, c'est loin, c'est dépaysant, mais ça ressemble à chez nous. Pas du tout. Même des pays comme ça, c'est totalement différent. Et où qu'on aille, on peut aller, je sais pas, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, c'est pas besoin d'aller très loin pour trouver vraiment des ambiances totalement bouleversantes, dépaysantes et comment dire, un choc dans les repères de vie, quoi, et les repères professionnels. Donc, il ne faut pas forcément aller très très loin pour aller à la rencontre du monde et pour aller à la rencontre de l'international. Puis le quatrième point, j'ai beaucoup appris en allant aux États-Unis, comme l'a dit la précédente panéliste, on est dans un univers où on apprend à être modeste et humble et à écouter. Et ça, alors je parle particulièrement aux Français de l'audience, c'est quelque chose dont on a franchement besoin. Hein. L'humilité, prendre des leçons des autres, les écouter. Et pour ça, l'international, c'est parfait. C'est l'écoute, c'est l'humilité, c'est réapprendre des tas de choses qu'on croyait vraiment avoir appris vraiment parfaitement et pour toute la vie. Et donc, c'est ces 4 choses que je retiens. Alors, ce n'est pas des conseils, mais c'est franchement les 4 sujets sur lesquels il faut vraiment réfléchir avant de choisir une destination à l'international. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc oui, en fait, l'international, c'est un peu une remise en question de tout ce qu'on connaît. Donc, grâce à l'international, on va développer des compétences qui sont dures ou douces. Et justement, par rapport à ces compétences, j'aimerais qu'on parle un peu des tendances dans le recrutement et plus particulièrement des soft skills. Jérémy, donc on entend beaucoup parler des soft skills, des 4 C. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de ces 4 C? Que recouvre en fait ce terme? Qu'est-ce que c'est les 4 C? Et comment on peut les acquérir, ces compétences, et les mettre en avant pour nous? Oui, bien sûr. Merci Alexandre, merci Mariam de nous recevoir aujourd'hui. Alors en fait, derrière les soft skills, vous remarquerez déjà qu'on utilise un terme anglais pour parler d'un certain type de compétences qu'on ne sait pas vraiment définir autrement en français, parce que globalement, on est d'accord que compétences douces, c'est pas incroyable non plus, compétences molles ou je sais pas quoi. Enfin, on peut trouver à peu près tout ce qu'on veut, et finalement, on se rend compte que le terme qui est le moins pire, c'est soft skills. Si on devait les résumer très simplement, les définir, il faut se dire que c'est les compétences qui permettent de réfléchir et d'interagir pour s'adapter au contexte. Donc, on utilise des soft skills chaque fois qu'on a à s'adapter à un contexte particulier, autrement dit tout le temps. Il existe quasiment personne sur Terre qui n'utilise pas de soft skills. Donc déjà, je rassure tout le monde, il y a un vrai sujet qui monte sur le fait que les entreprises s'intéressent beaucoup plus à ces soft skills. En revanche, sur le côté est-ce qu'on a les bonnes soft skills, de manière générale, on a tous une base suffisante pour ensuite développer de quoi pouvoir solliciter ces soft skills à un très bon niveau. Donc, on parle des 4 C. Les 4 C, elles viennent du modèle de l'OCDE qui essaye de simplifier un peu le sujet pour expliquer aux différents pays du monde que leur système éducatif doit changer. Que c'est bien beau d'apprendre, là je caricature, mais que c'est bien beau d'apprendre les départements et tout un tas d'autres choses qu'on pourrait mettre dans une clé USB aujourd'hui. C'est pas ça qui va faire de nous des personnes capables de nous adapter. Et donc, ces 4 C, c'est créativité, esprit critique, communication et collaboration. Et en fait, ces 4 compétences, ce sont celles qui nous permettent de résoudre des problèmes complexes. Tout simplement parce que de plus en plus, les problèmes simples et les tâches qu'on dit routinières, celles qu'on fait un peu toujours de la même manière, les machines peuvent les faire à notre place. Donc, il n'y a pas besoin de nous pour ça.
Donc, les entreprises, elles ont besoin de nous pour faire le reste. Autrement dit, gérer des sujets plus complexes. Et qu'est-ce qui est plus complexe que ce genre de choses-là? C'est par exemple gérer une crise, tout ce qui va être en fait le relationnel d'un côté et tout ce qui va toucher à de l'analyse et de la créativité dans le contexte d'un autre côté. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que les soft skills, c'est les capacités d'analyse et d'interaction. Et créativité, esprit critique, ça nous permet de trouver des solutions, analyser, résoudre des problèmes. Communication, collaboration, ça nous permet de le faire à plusieurs. Et c'est vraiment ce qui compte aujourd'hui. Je te laisse la main, Alexandre. Marie. Ouais. Je vais meubler pendant ce temps-là. Je vais faire une petite danse. Donc, moi, je continue jusqu'à qu'Alexandre revienne. Je vais juste reprendre sa question. OK. Donc, Émilie, je viens vers vous et je vous pose cette question. Est-ce que ces compétences, les 4C, deviennent, dans le cadre de l'activité de My Job Glasses, un sujet important de discussion dans les échanges entre étudiants et cadres d'entreprise sur leur métier? Est-ce que les 4C, c'est quelque chose qui est évoqué aussi dans votre domaine? Totalement, et on va dire que de rendre accessible en fait les échanges entre les étudiants et les professionnels, de favoriser, de faciliter ces échanges, ça va permettre aussi aux jeunes de développer leurs soft skills d'une certaine manière, puisque on va dire que la première fois qu'on est un jeune et qu'on se retrouve face à un professionnel, on est peut-être un petit peu stressé, on ne sait pas trop ce qu'on va leur demander, comment ça va se passer. Et donc, plus on va multiplier les échanges, plus on va avoir l'habitude d'aller rencontrer des professionnels, de poser des questions, de s'intéresser à ce qu'ils font, de rentrer vraiment dans un échange avec eux. Et puis, les jeunes nous disent qu'ils sont plus à l'aise en prise de parole à l'oral, ils arrivent mieux à gérer leurs rendez-vous. Et donc, tout ça, c'est des éléments aussi qui vont venir augmenter leurs soft skills ou faciliter cette connaissance. Et c'est des choses qui vont les rassurer aussi et qui vont les aider dans leur démarche professionnelle. Puisque aujourd'hui, et ça va être quelque chose d'extrêmement important dans le réseau, dans les échanges qui vont avoir lieu entre les professionnels et les jeunes, c'est aussi un moyen de mettre en avant la personnalité du jeune. Donc, de mettre en avant qui il est, comment il échange avec un professionnel. Et ça va faire une vraie différence par rapport à son CV ou par rapport à simplement être dans une relation à froid avec un professionnel qui ne nous connaît pas. Donc, ça, c'est quelque chose de très important qui va faire, un, que le jeune se sent mieux, mais deux, qu'il va aussi pouvoir montrer qu'il est vraiment un professionnel qui échange avec lui. Il va donner envie à un professionnel de pouvoir peut-être aller un petit peu plus loin, de lui proposer une opportunité qu'il n'aurait peut-être pas eue sur la base simple de son CV. Donc, c'est aussi donner plus de chances, aller favoriser l'égalité des chances en favorisant ces échanges et en les multipliant. Ok, merci beaucoup. Désolée pour la petite déconnexion. Merci Mariam d'avoir pu rebondir. En plus des 4C, donc il y a plein d'autres compétences douces à développer. Donc, comme par exemple le design thinking. Dalila, vous êtes experte en design thinking. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu rapidement ce qu'est le design thinking et est-ce que vous pensez que maîtriser le design thinking, c'est une compétence importante à acquérir pour notre développement professionnel? Oui, alors le design thinking, c'est un peu comme disait tout à l'heure Jérémy, en fait, c'est un ensemble de toute façon de soft skills qui vont nous permettre de répondre à des problèmes complexes de façon empathique. C'est un peu ça la différence, on va mettre vraiment l'humain au centre à chaque fois qu'on a un problème et on va devoir s'intéresser à lui et pouvoir comprendre quels sont les problèmes qu'il a pour pouvoir trouver des solutions qui sont adéquates. Pourquoi le design thinking aujourd'hui en fait, est nécessaire? C'est parce qu'on est dans un monde où on est de plus en plus dans un monde on va dire, de service, où on doit entrer plus en empathie avec notre utilisateur, comprendre ce qui va pas, c'est quoi ses frustrations, c'est quoi ses motivations, et pouvoir améliorer aussi son expérience au global. Et c'est pour ça que le design thinking qui regroupe un peu toutes ces compétences clés, à savoir comment on devient empathique, comment on devient créatif, comment on arrive à rapidement travailler en équipe pour pouvoir résoudre des conflits. Et c'est pour ça que moi, à la base, j'ai créé cette école sur le design thinking. Et au-delà de ça, sur les soft skills, c'est parce que, comme disait Jérémy, on va être de plus en plus dans un monde où il y aura la montée de l'intelligence artificielle, il y aura une obsolescence technique de tous les métiers que vous allez apprendre à la sortie d'école. Et ce qui va nous différencier en tant qu'être humain,
c'est tous ces soft skills, c'est le fait d'être empathique, d'être créatif, de savoir gérer des conflits, de pouvoir être flexible, agile. Et ça, c'est des choses qui vont jamais, en tout cas pas pour l'instant, et je pense que ça va juste se bonifier, ils vont jamais être obsolètes. Et c'est pour ça que nous, on se focalise sur ça à travers le design thinking. Voilà. Merci beaucoup, super intéressant, merci. Monsieur Jamel, j'aimerais du coup rebondir par rapport à ces compétences. Comment, selon vous, les grandes écoles aident les étudiants à développer ces compétences douces? Alors, je commencerai par dire que les grandes écoles, alors on parle beaucoup de soft skills maintenant, bien entendu, on voit toute l'importance que ça prend. En fait, les grandes écoles, elles font des soft skills un peu comme M. Jourdain faisait de la prose, quoi. Le projet d'une grande école, c'est les soft skills et rien que les soft skills. Si elles ne savent pas le faire, elles ne font pas leur job. Si les étudiants passent à côté, il y a un problème. Donc, tout est affaire de soft skills dans une grande école. Les grandes écoles, elles ne forment pas des ingénieurs techniques, elles ne forment pas des managers et des contrôleurs de gestion, même si on a tous un savoir-faire technique. Elles forment des gens qui sont capables de faire deux choses. Ça, c'est uniquement des soft skills et ça dure toute la vie. C'est on apprend l'intelligence des situations, c'est-à-dire analyser une situation et s'y positionner de manière la plus créatrice de valeur possible et la plus à l'écoute possible. Et deuxièmement, elles forment à peu près tous le même profil. C'est des praticiens des systèmes complexes. Ça a été dit, le mot système complexe a été employé. Un diplômé de grande école, quelle que soit la grande école, c'est un praticien des systèmes complexes. Et ça, c'est tout un ensemble de métiers. Ça va, j'allais dire, des arts du cirque jusqu'à la direction d'une grande entreprise. Là aussi, je veux juste me donner un témoignage. Moi, je suis diplômé d'une grande école, je suis un ingénieur. Je n'ai pratiquement jamais fait mon métier d'ingénieur, mais en fait, j'ai fait toujours mon métier d'ingénieur. Alors, j'ai jamais fait mon métier d'ingénieur. J'ai travaillé 2 ans dans ma spécialité. Donc, je suis un ingénieur, un hydrologue, donc j'ai travaillé à la Compagnie Générale des Eaux. Aujourd'hui, c'est l'éolien environnement. J'ai travaillé 2 ans, et après, j'ai arrêté. Je suis passé de la recherche. En fait, j'ai fait toujours mon métier d'ingénieur. Pourquoi? Parce que je me suis toujours trouvé dans des situations où j'avais à gérer des systèmes complexes. On ne va pas dire que la situation d'aujourd'hui n'est pas un système complexe. Mais en fait, c'est ça. Mettre en œuvre des soft skills, il faut bien voir pourquoi on met en œuvre des soft skills. C'est finalement pour nourrir cette vocation de professionnalisation qui a toujours été celle des grandes écoles, qui est de former des femmes et des hommes qui ont l'intelligence des situations et qui savent gérer, appréhender et diriger vers la création de valeur des systèmes complexes. Voilà ce que je peux dire. Et il y a des tas de manières d'apprendre des soft skills. On peut les apprendre upfront en tant que tels, et puis aussi on peut les apprendre avec des apprentissages de savoir-faire technique. Donc, vraiment, la méthode importe autant que le contenu dans les apprentissages aujourd'hui. Et c'est là-dessus que doit porter l'innovation pédagogique des écoles. C'est privilégier davantage la manière dont on transmet les compétences et les connaissances que le contenu même des connaissances et des compétences. Je ne veux pas dire que ce n'est pas important. Je veux dire qu'aujourd'hui, la manière de faire est au moins aussi importante que le contenu de ce qu'on fait. D'accord. Ok. Merci beaucoup pour votre réponse. Du coup, j'en profite pour vous poser la question. Est-ce que vous avez des questions peut-être pour nos panélistes par rapport aux compétences et aux attentes des entreprises par rapport à ces compétences? Alors oui, j'ai une question. J'ai une question où j'aimerais avoir le regard de mes collègues d'un jour. Beaucoup d'entreprises, je pense notamment des grandes entreprises de l'industrie des services, des cabinets de consultants ou des entreprises, je sais pas, industrielles par exemple, toutes disent la même chose. On veut des soft skills, on veut des gens qui soient agiles, on veut des gens qui soient flexibles, etc. Et puis nos diplômés se retrouvent souvent devant quelqu'un des DRH qui leur dit autre chose, qui leur dit quelles sont vos compétences, de quelle école vous sortez, où est-ce que ça se situe, est-ce que vous avez appris telle et telle technique. Donc en fait, encore trop souvent, les entretiens de recrutement portent finalement sur des choses qui ne sont pas des soft skills, mais plutôt des hard skills, et des référentiels finalement d'emploi et de profil qui sont extrêmement traditionnels. Donc moi, mon souci aujourd'hui, c'est que je suis convaincu, autant que mes collègues et en tant qu'éducateur, de l'importance dominante et croissante des soft skills, autant je crois qu'on est en avance par rapport au fait que les entreprises, dans leur recrutement, valorisent effectivement ces soft skills en mettant de côté, je dirais, tout ce qui les rassure. En fait, elles disent on veut recruter des gens qui soient
qui soit disruptif, différent, etc. Mais en fait, vous apercevez qu'elle veut plutôt recruter des gens qui ressemblent déjà aux personnes qui sont dans la boîte, plutôt que des gens qui vont les bousculer. Donc, je voudrais interroger mes collègues, leur dire comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que effectivement, le marché du recrutement en entreprise, il a la maturité nécessaire et suffisante pour effectivement écouter des profils différents, centrés sur des soft skills, qui soient moins rassurants par rapport à leurs attentes prêtes à l'emploi en termes de métier de l'entreprise en question. Voilà. Je ne sais pas s'il me fait bien comprendre. Mais je vois, vous voyez, encore un petit écart entre ce qu'on a envie de faire et ce qui est important de faire, et puis la réalité du marché de l'emploi aujourd'hui, qui reste quand même pas mal conventionnelle. Jérémy, je vois que vous voulez répondre en premier à cette question, je vous en prie. Oui, je veux bien développer, Philippe, parce que en début d'année, on a sorti un rapport de prospective sur justement notamment le futur du recrutement des jeunes. Donc un peu plus de 300 pages, avec un gros projet de recherche derrière. Et on a notamment mis en exergue un aspect de ce que vous évoquez, que je rejoins totalement, hein, c'est-à-dire qu'il y a ce discours public de « on veut des soft skills », et en vrai, une fois passé le processus de recrutement, on regarde toujours le diplôme et les expériences. Donc ça, c'est un peu l'image principale aujourd'hui. On remarque que c'est beaucoup lié au fait que ces fameuses soft skills, déjà, on ne sait même pas comment les appeler. Il n'y a pas de référentiel commun, il n'y a pas de langage commun, il n'existe pas aujourd'hui de méthode d'évaluation prouvée pour ces soft skills, vu qu'on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas vraiment quoi évaluer. Et donc, les recruteurs ne disposent pas encore d'éléments fiables pour pouvoir s'appuyer là-dessus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a encore un trop gros écart, et cet écart s'est creusé entre ce qu'on appelle l'employabilité et ce que j'appelle la travaillabilité. C'est l'employabilité, on n'arrête pas de nous dire « ouais, c'est ce qui vous permet en fait d'obtenir un emploi ». Et en fait, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que vous êtes bon. L'employabilité, ça veut dire qu'un recruteur vous fera confiance. Contentez-vous d'avoir un diplôme qui va bien, vous serez employable. Vous n'avez pas besoin d'être bon. En revanche, la travaillabilité, c'est vraiment la capacité à délivrer, c'est la capacité à kicker et puis à pouvoir donner du résultat, à pouvoir travailler, créer de la valeur. Et aujourd'hui, en fait, on a un vrai écart dans les recruteurs entre cette notion d'employabilité et de la travaillabilité. Un recrutement bien fait, on devrait aligner employabilité et travaillabilité. Les recruteurs aujourd'hui, notamment en France, où on a une culture du diplôme très importante et aussi une culture de la prise de risque assez faible, on a donc une employabilité très très éloignée de la notion de travaillabilité parce qu'aujourd'hui, on ne sait juste pas bien évaluer la travaillabilité des gens. Donc, c'est le gros effort du marché à faire sur les 5 années à venir. D'accord. Émilie, je vous en prie. Peut-être pour compléter ce que tu dis, Jérémy, je partage totalement ton analyse. Et du coup, il y a aussi quand même des entreprises qui commencent à vouloir changer un petit peu les choses. Et c'est là, nous aussi, qu'on va venir jouer et qui se disent, OK, j'ai un process de recrutement qui est classique, mais j'ai aussi envie de donner la chance à certains jeunes et notamment à certains comportements, à certains caractères qui vont pouvoir faire un petit peu la différence en sortant du processus de recrutement et en donnant des opportunités à côté, ce qui est le cas par exemple des échanges made jobless, où sur la base, au départ, c'est pas un entretien de recrutement, on ne va pas rencontrer un professionnel parce qu'il y a un poste auquel on postule, on va rencontrer un professionnel pour découvrir son métier, pour mieux comprendre ce qu'il fait, pour voir si on a un intérêt. Et très souvent, ça se transforme en recrutement. Pourquoi? Parce que c'est le jeune, dans l'échange avec le professionnel, qui va faire ressortir, grâce à ses soft skills, des choses, parce qu'on ne peut pas dire qu'on a les hard skills qui sont sur la table et on ne sait pas si le jeune, à la fin, il a la capacité de faire le job ou pas. En tout cas, il nous a tapé dans l'œil, il a une manière de réagir, il a une manière de s'intéresser à ce qu'on faisait, qui fait qu'on a envie d'aller un petit peu plus loin. Et donc, du coup, il y a des ouvertures qui sont faites en ce moment, qui vont aussi vers plus de diversité, plus d'ouverture, même si, dans tous les cas, on regardera aussi le diplôme et on regardera un petit peu aussi ce qui se passe à côté. Mais en tout cas, des opportunités qui sont données aux jeunes de faire la différence sur la base des soft skills, parce que finalement, on se rend compte aussi que la manière dont un jeune va se comporter, la manière dont il va être intéressé ou pas par un sujet, dont il va pouvoir entrer en contact avec les uns et les autres, ne serait-ce que son intérêt à avoir de l'information supplémentaire, à s'être renseigné sur un métier, à avoir fait cette démarche proactive, ça va montrer certains soft skills qui vont intéresser les recruteurs et qui vont pouvoir
déboucher derrière sur des opportunités. Donc, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Jérémy. Le petit point positif peut-être, c'est qu'il y a de plus en plus d'ouverture et de nouveautés qui sont amenées sur le marché et qui font place à plus d'ouverture qu'il n'y avait avant pour sortir un petit peu uniquement du côté diplôme, CV et recrutement classique qu'on avait avant. Ok, très bien. Merci beaucoup. J'espère que, Monsieur Jamet, vous avez eu la réponse à votre question. Merci beaucoup. Super. Mariam, je te laisse continuer. Merci, Alexandre. Donc, maintenant, après avoir parlé beaucoup des compétences de font de nous un bon candidat, que ce soit les soft skills, les 4C, le design thinking, tout ça, on aimerait approfondir un peu en comment mettre en avant ces compétences, comment mettre en avant nos compétences pour qu'on soit un profil attractif pour les entreprises ou les recruteurs. Et spécialement, comment mettre en avant aussi nos soft skills. Comme on a dit, il n'y a pas de test particulier pour montrer ça. Et comment on va mettre ça en avant? Donc, tout d'abord, je m'adresse à Jérémy. Je voulais savoir comment faire un bon CV ou quels sont les points les plus importants qui rendent un CV bon et attractif et sur quel réseau doit-on mettre nos CV ou doit-on afficher nos compétences pour qu'on mette ça en avant? Merci, Mariam. Comme j'ai dit, visez la meilleure école, mettez votre profil sur LinkedIn et le boulot sera fait. Non, je rigole, bien sûr. même si on est en France, aujourd'hui, j'ai la conviction qu'on reste quand même dans un pays où si on sait bien se vendre, si on sait bien se mettre en avant, on peut avoir sa chance. Et ça passe effectivement par mettre en avant donc ces soft skills. En revanche, aujourd'hui, si par exemple vous écrivez sur votre CV je suis créatif, je suis capable d'écoute active, c'est bien, mais personne ne vous croira parce que ça se lié à rien. Et le meilleur moyen que vous avez aujourd'hui de pouvoir valoriser autre chose que les éléments factuels de votre CV, c'est de rendre vos soft skills factuels. Autrement dit, pourquoi est-ce que vous pensez que vous êtes créatif? Qu'est-ce qui, dans votre expérience de vie, a sollicité de la créativité et qui pourrait convaincre un recruteur? Et donc, c'est en face de chacune de vos soft skills, mettez 1, 2, 3 situations de vie ou réalisations qui peuvent essayer d'étayer, argumenter ce que vous avez fait. Et ça, vous verrez qu'un recruteur, il sera sensible. Ça, c'est mon premier point. C'est parler de vos soft skills en vous appuyant sur votre passé. Et ce n'est pas forcément des stages en entreprise. Parfois, c'est de l'associatif. Ça va être un voyage qu'on a fait. Ça va être, peu importe la situation de vie. Comme je vous l'ai dit, on utilise des soft skills tout le temps. Donc là, il faut vraiment vous creuser les méninges pour pouvoir arriver à mettre des situations dessus. Chez Job Teaser, là, on travaille sur un outil. Je suis contre l'idée d'évaluer les soft skills. En revanche, je pense qu'il est nécessaire d'apprendre à les découvrir et mettre des mots dessus. Donc là, on est en train de sortir un outil qui sera prêt d'ici l'été pour permettre aux étudiants de mettre des mots sur leurs soft skills et les rattacher à des situations de vie. Parce que je pense que c'est votre meilleur atout, ça, pour un entretien, et même pour faire la différence avant. Le deuxième sujet, c'est qu'en fait, ne vous enfermez pas dans une vision trop triste de ce à quoi servent les soft skills. Une soft skill, ça ne sert pas à décrocher un travail. Ce serait hyper triste que ce soit le cas. Et imaginez, qu'est-ce que vous avez envie de faire avant de mourir? C'est quoi les grands rêves qui vous transportent? Si vous aviez 3 trucs à faire un peu fous dans votre vie, ce serait quoi? Eh bien, dites-vous bien que pour chacune de ces choses, il faut des soft skills. Donc moi, un conseil que je vais vous donner, c'est vous avez les soft skills que vous avez parce que vous avez eu certaines situations de vie, mais celles que vous voulez développer, c'est aussi celles qui vous permettront de faire des choses dans la vie et pas juste du boulot. Et si vous êtes capable de raconter ce genre d'histoire à un recruteur, vous l'emmènerez où vous voulez. Merci Jérémy. Émilie, en tant que fondatrice de My Job Glasses, pouvez-vous nous dire un peu en quoi le networking ou avoir un grand réseau est important et comment développer son réseau? Alors oui, avec plaisir, Mariam. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les plus expérimentés, 80% des postes se font via le réseau. Donc en fait, avant même qu'il y ait une petite annonce à un moment donné pour dire que le job existe, il a été pourvu par le réseau. Et c'était quelque chose qui n'existait pas pour les jeunes. Donc nous, on s'est dit, si ça marche pour les plus expérimentés, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour les plus jeunes aussi. Donc si on connecte des étudiants avec des professionnels, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parfois il y a une opportunité, justement je rencontre quelqu'un et il se trouve que j'ai un stage dans mon équipe dans 3 mois,
Ça s'est bien passé, plutôt qu'aller voir mon RH et lui dire il faut relancer une annonce pour remplacer la personne qui part dans 3 mois, j'ai le jeune potentiellement face à moi qui est intéressé, je suis intéressée, les dates correspondent, on avance et on y va ensemble. Donc, le réseau, ça sert à quoi? Ça sert à plusieurs choses et pas seulement à trouver un job, mais déjà à trouver le bon job. C'est-à-dire que trop souvent, quand on se lance dans une recherche d'emploi ou quand on se lance même dans qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard, on a des clichés dans la tête. Donc, je vais faire tel… Alors, il y a différentes choses. Il y a soit j'y vais un peu par défaut. Je suis pas bon là-dedans, je suis pas bon là-dedans, je suis pas bon là-dedans, donc je vais là. OK, mais tu vas mettre 40 années de ta vie à faire ça. Donc, est-ce que c'est vraiment sur la base simplement de ce que tu fais? Et parfois, c'est même pire, c'est sur la base des notes. Donc, en école de commerce, je suis pas bon en finance, je suis pas bon à tel endroit, le marketing, je vais faire ça. Non, et il faut regarder beaucoup plus loin et il faut voir aussi dans la pratique. C'est pas uniquement les notes qu'on a en cours qui vont nous dire si on sera un bon professionnel dans cette matière-là. Deuxièmement, c'est important de faire un métier qui nous plaît. Nous, chez Made Job Glasses, notre vision, ce qu'on veut faire, c'est permettre l'épanouissement professionnel pour tous. Et on s'est rendu compte que pour avoir un épanouissement, il faut déjà être bien orienté. Il faut déjà être dans un endroit qui va nous correspondre et qui va nous plaire. Donc, en fait, le réseau, ça sert à tout ça. Ça sert à découvrir et c'est une formidable opportunité. Les gens, ils adorent parler d'eux et ils adorent parler de leur métier. Alors, quand on est jeune, on a l'impression, mais pourquoi est-ce qu'un professionnel va me donner 1 heure de son temps? Pourquoi est-ce qu'il aurait envie de passer 1 heure avec moi? Mais en fait, dites-vous que le professionnel, il est ravi de passer du temps avec vous, il est ravi de répondre à vos questions et puis il est ravi de vous expliquer ce qu'il sait. Il a peu d'opportunités finalement de parler de son métier, de rentrer dans les détails, d'expliquer réellement ce qu'il fait concrètement. Sa femme, ça l'énerve. Ses enfants, ils n'ont pas envie de savoir. Et ses amis, ils trouvent ça trop compliqué. Donc, quand il a un étudiant qui est curieux et qui arrive et qui pose des bonnes questions, et il est ravi de partager avec lui ce qu'il fait au quotidien et de répondre à toutes ces questions. Donc, le professionnel, il est ravi de vous écouter, il est ravi de vous faire un petit peu un parcours, de vous résumer ces X années d'expérience pour vous donner de l'information. Et puis, c'est extrêmement gratifiant aussi d'aider un jeune et de partager avec un jeune ce qu'on a fait, les erreurs qu'on a fait. Si on peut les éviter à quelqu'un, on est content de le faire. Mais pour moi, le réseau, en fait, c'est toute la vie. Moi, en tant qu'entrepreneur, je fais beaucoup de réseaux. Je rencontre d'autres entrepreneurs qui ont des boîtes plus grosses que la mienne pour savoir qu'est-ce qu'ils ont bien fait, qu'est-ce qu'ils ont mal fait et essayer de ne pas faire les mêmes erreurs qu'eux. Dites-vous, en fait, que c'est vraiment une chance, le réseau. C'est juste quelque chose à apprendre, en fait. Au début, ça fait un petit peu peur, on n'est pas très à l'aise, et puis en fait, on se lance dans l'aventure. On se retrouve face à un professionnel, peut-être qu'on hésite un peu les premières fois, puis il va nous mettre à l'aise. Et puis la deuxième fois, ça se passera encore mieux, et ainsi de suite. Et ça va vous servir à tout moment. Ça va vous servir dans votre recherche de stage, votre premier emploi, ça va vous servir pour évoluer en interne dans l'entreprise. Et puis, même si vous voulez vous reconvertir sur quelque chose de différent, parce que vous savez que maintenant, on va avoir des métiers différents au fur et à mesure de la vie, c'est la seule moyen, en fait, de passer à quelque chose d'autre, puisque généralement, les recruteurs, ils préfèrent les clones. Donc, pour passer de quelque chose qu'on n'a pas fait à quelque chose qu'on a fait à quelque chose qu'on n'a pas encore fait, le réseau, c'est un super moyen de faire des jumps. Du coup, vraiment, moi, mon conseil, c'est d'oser croire en vous, de vous dire que les rendez-vous vont bien se passer et puis d'y aller un peu au culot la première fois et de pouvoir au fur et à mesure apprendre des échanges avec les professionnels, ne pas hésiter à leur demander des conseils, ne pas hésiter à prendre du feedback parce que c'est extrêmement important. Et puis vous partez sur une aventure qui va durer toute votre vie parce que le réseau, ça vous servira à tout moment. N'hésitez pas vous aussi à un moment donné à rendre l'appareil. Et dans quelques temps, ce sera vous les professionnels et ce sera vous, j'espère, qui rencontrerez des jeunes aussi pour partager avec eux vos succès, vos moins bonnes décisions. Mais voilà, c'est comme ça qu'on avance aussi et qu'on grandit et qu'on va sur une société qui est plus inclusive aussi de partage et d'échange. Merci beaucoup, Émilie. Je veux juste souligner quelque chose que Émilie vient de dire, c'est l'épanouissement. Et là, je passe à Alexandre qui va nous parler de ce sujet qui est très, très cher à nous tous. Oui, merci beaucoup, Mariam. Donc, on a quand même pas mal parlé de la vie professionnelle, du recrutement, etc. Mais maintenant, j'aimerais bien aborder le thème de l'épanouissement professionnel, mais aussi personnel. Donc, Dalila, en plus de votre expertise en design thinking, vous êtes également coach en design your life. Vous avez mis en lumière plusieurs piliers sur lesquels travailler afin de trouver un équilibre entre vie perso et vie pro. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail de ces piliers? Et peut-être, est-ce que
quel est le ou les piliers, selon vous, qui seraient les plus intéressants et les plus importants pour nous, étudiants, à développer? Merci Alexa. Du coup, au-delà des piliers, je vais parler de Designing Your Life. En fait, c'est quoi et comment j'ai atterri dans ça. Donc, il faut savoir que Stanford est connu, en tout cas l'université de Stanford est connue pour computer science. Mais il faut savoir que le cours le plus demandé, où il y a le plus de personnes en liste d'attente, il s'appelle Design in Your Life. C'est-à-dire que c'est vraiment le cours le plus demandé dans l'université, où on se retrouve même avec des personnes qui ont eu la chance de le faire et qui eux-mêmes vont faire des cours à part pour leurs autres amis qui, eux, n'ont pas pu accéder au cours. Donc, pour vous dire à tel point, on se retrouve dans une situation où ce cours-là a eu un énorme succès. La petite histoire, c'est que c'est deux professeurs qui, à la base, donnaient des cours de design et de design thinking, se sont dit, si le design thinking, le design, c'est le fait de répondre à des problèmes complexes, et un des gros problèmes complexes qu'on a, c'est notre vie. C'est comment faire en sorte de répondre à tous les problèmes qu'on a dans notre vie, que ce soit professionnel ou que ce soit personnel, comment on peut avoir un équilibre autour de ces 4 piliers, à savoir, dans la méthode Design in Your Life, on ne considère pas que le côté, on va dire, privé et professionnel, on va considérer le fait qu'on soit épanoui, qu'on soit bien dans notre santé, qu'on ait un équilibre aussi dans nos loisirs, dans notre amour, mais aussi dans notre quotidien professionnel. Et ce cours, en fait, il est très basé sur la même méthode, on va dire, du design, c'est-à-dire on va vraiment déjà comprendre qu'il y en est. Il y a un énorme panneau devant le Design Life, c'est-à-dire il y a un énorme panneau, il y a écrit « Vous êtes ici ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de se réinventer une vie. On va commencer de là où on est. Il y a un bruit bizarre. Est-ce qu'il y a que chez moi ou Non, je crois que c'est pas quand vous revenez le micro, qu'on est plus coupé, il me semble. Ok. Mais je vous entends quand même. Ok, très bien, si vous m'entendez. Du coup, c'est un cours qui va vraiment appliquer la méthode du design à notre vie. Donc, la première chose, c'est vraiment entrer en empathie avec soi, essayer de comprendre qui on est, pourquoi on en est là, qu'est-ce qui nous amène à faire telle ou telle étude. Et en fait, on va beaucoup se concentrer aussi sur tout ce qui va être croyance limitante. Parce que je suis sûre qu'on vous a toujours demandé qu'est-ce que vous auriez aimé faire quand vous allez grandir. Et vous considérez qu'il y a juste une seule vie que vous allez avoir, alors que ce n'est pas du tout le cas. Vous allez avoir plusieurs vies. C'est rare les personnes qui font le même métier par rapport à la spécialité qu'ils ont eu à l'école. C'est ce que disait tout à l'heure M. Jamais. Il fait quelque chose qu'il n'a pas étudié. Moi, pareil, j'étais ingénieur, je fais du design, ça n'a rien à voir. Et c'est un peu ça, ce qu'on essaie de montrer, en tout cas dans Design Your Life. Autre chose qu'on essaie de vous montrer, c'est que quand on arrive à la trentaine, vous allez voir autour de vous, vous allez vous retrouver avec plein de personnes qui se posent la question, mais qu'est-ce qui a fait que je me suis retrouvée là à être consultant manager, c'est pas ça que je veux faire. Et après, quand ils vont voir des life coach, on va leur dire « Ah, mais il faut trouver votre patient, vous êtes pas venu pour moi. Si vous arrivez à trouver votre patient, vous allez forcément trouver ce que vous allez vouloir faire après. » Mais il faut savoir qu'il n'y a que 20% des gens qui sont capables de vous dire quelle est la passion qu'ils ont. Le reste, c'est-à-dire 80% des gens normaux comme nous, ou bien ils ont plusieurs passions, ou bien ils en ont, mais ils ne pensent pas que c'est la seule passion avec laquelle ils vont en tout cas pouvoir travailler dans ce domaine-là toute leur vie. Donc déjà, on va vraiment faire un énorme travail sur ces croyances limitantes qu'on a, c'est-à-dire qu'on a plusieurs vies, on n'en a pas qu'une seule. Il n'y a pas besoin d'avoir une passion pour pouvoir trouver dans quel domaine on doit travailler. Et on va aussi se concentrer sur ce que disait tout à l'heure Émilie et qui est très intéressant, qui est prototyper sa vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes intéressé par travailler, je ne sais pas, dans l'ingénierie, dans l'agroalimentaire, ne faites pas 2 années de master sur ça sans que vous ayez appelé quelqu'un qui travaille dans ça, juste pour passer 1 heure avec lui et vous dites, est-ce que c'est vraiment ça ce que je veux faire dans ma life? Parce que 1 heure, ça va vous économiser une dizaine d'années où vous êtes triste, où vous allez aussi, ça va impacter votre vie personnelle, ça va impacter votre santé, ça va impacter vos loisirs. C'est ça ce qu'on vous demande en tout cas. Et le conseil que je vous donne, c'est vraiment prototyper votre vie. Vous en avez plusieurs. Si vous voulez, pareil, il y en a qui, à 35 ans, veulent lâcher tout et ouvrir un restaurant.
Et ben, prototypez ça, c'est-à-dire n'allez pas prendre un crédit et après ouvrir un restaurant. Peut-être que ce qui vous amuse, c'est de concevoir des restaurants, de concevoir les menus, mais ne pas gérer un resto au quotidien, c'est deux choses qui sont totalement différentes. Si je prends juste une semaine de ma vie et je fais un stage dans un resto, ben, je vais être sûre que c'est pas du tout ça ce que je veux faire. Ou peut-être que c'est ma passion et j'ai trouvé quelque chose qui vraiment me passionne et je vais faire ça. Donc, c'est vraiment l'objectif du Design Your Life, c'est déjà de comprendre qu'est-ce qui me prend de l'énergie, qu'est-ce qui me motive, quelles sont mes valeurs, et puis se dire comment je peux prototyper plusieurs vies et aller à la rencontre de personnes qui vont m'aider à faire le bon choix. Voilà. Donc, vraiment garder en tête que c'est pas parce que vous avez fait une spécialité sur je ne sais quel domaine que vous allez faire ça toute votre vie. C'est pas vrai. Et ça c'est un des conseils que j'aurais aimé avoir à votre âge, ou en tout cas, et c'est pour ça que j'arrête pas de le répéter, vous avez plusieurs vies et on arrête tous les slogans sur Instagram, vous avez qu'une seule vie, vivez-la. Non, vous en avez plusieurs, vous avez le choix de prototyper plusieurs et c'est à vous de faire le choix d'aller discuter avec d'autres personnes, d'aller passer du temps avec eux, d'aller faire des vies ma vie parce que au moins vous allez économiser énormément de temps. Voilà. Merci beaucoup, merci pour votre réponse. Monsieur Jamet, Paris School of Business a été élu 5e du classement Happy at School 2021. Donc, selon vous, qu'est-ce que les écoles mettent en place afin que les étudiants s'épanouissent dans leurs études, mais également dans leur future carrière? Votre micro, oui, parfait. Oui, merci. J'avais préparé quelque chose, c'était pas du tout sur cette question, mais c'est pas grave. C'est une question difficile. Bon, ce qui fait l'ambiance d'une école, c'est les étudiants. On va dire les choses comme ça, on va le prendre comme ça. Une école, elle crée un contexte, elle crée une situation. C'est là-dessus que je voulais insister, en fait. C'est que, en fait, c'est très bien de réfléchir à où on veut aller, à préparer les choses, à faire du design, c'est très bien. Mais après, tout est affaire de circonstances. Et en fait, ce qu'apprend une école crée un contexte réussi quand elle permet de multiplier les circonstances. Et après, en fait, une école, c'est la rencontre tout un ensemble de circonstances qui peuvent être des cours, qui peuvent être des rencontres, des choses prévues ou imprévues, beaucoup de choses imprévues, des choses qui sont dans le projet pédagogique de l'école et aussi beaucoup à côté. Et la rencontre de ce contexte avec des femmes, des hommes qui sont des étudiants, qui sont des collaborateurs de l'école, des permanents, des profs, etc. En fait, c'est ça le job d'une école, c'est de créer un lieu, une espèce de théâtre finalement, où les rencontres vont se faire, où les circonstances vont se créer. Et c'est ça qui est formateur, beaucoup plus à la limite que ce qu'on peut apprendre dans une salle de classe. Alors, je ne veux pas dire aux étudiants qui écoutent que ce n'est pas important de venir en cours, ce n'est pas ça, mais voilà, c'est vraiment ce côté circonstanciel, expérientiel, qui est très, très important. Alors, c'est très difficile de faire maintenant d'être une école ou une université, parce que ce qu'on sait faire quand on est une école ou une université, c'est dire, voilà, on vous ouvre les portes, vous avez un menu, vous consommez le menu, alors il y a des trucs imposés, puis il y a des trucs que vous pouvez choisir, etc. Mais en gros, vous suivez, vous faites un peu ce qu'on vous dit, quoi, puis vous écoutez ce qu'on vous raconte. On vous écoute de temps en temps, mais écoutez-nous surtout. Maintenant, c'est plus du tout ça. Maintenant, c'est très mélangé. Une école, c'est un lieu où tout le monde apprend. Moi, j'apprends. Pourquoi je fais ce métier? Moi, parce que j'apprends. C'est ça que j'aime, moi. J'aime apprendre. Et c'est pour ça que je fais ce métier. Ma passion, c'est d'apprendre. Et je veux dire, j'en profite pour dire que, attention, quand on ne met pas tous la même chose derrière passion. En passion, il y a le fond et il y a la forme. Un domaine, choisir un domaine pour travailler, ça, c'est la forme de la passion. C'est l'expression d'une passion. Et votre passion fondamentale, c'est peut-être pas ça du tout. Et il vous faudra peut-être du temps pour découvrir ce qu'est votre passion. Moi, j'ai vraiment mis le doigt sur ce qui était ma passion il y a 3 ans. Je suis allé à Harvard, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait faire un petit jeu, en fait. Les Américains, ils adorent ça. Vous êtes dans un dîner, vous écoutez quelqu'un, puis il vous fait faire un petit jeu. Alors, vous trouvez ça emmerdant, bon sang, je voudrais manger tranquille. Non, il vous fait un petit jeu. Et au cours de ce jeu, je me suis rendu compte que moi, ce que j'aimais, en fait, c'est les escape games. Pour moi, ma vie professionnelle, ça a été une succession d'escape games. Je me suis retrouvé dans des situations avec des tas de choses incompréhensibles, de sujets à résoudre, de problèmes. Et finalement, le domaine importe peu. Pour moi, ce qui est important, c'est la situation. Et je pense que ce qui est important dans une école, c'est la situation ou les situations. Et il ne faut pas s'arrêter
au fait qu'une école, c'est un endroit où on doit apprendre. Une école, c'est un endroit, c'est un lieu, c'est un forum, un peu comme les Grecs ou les Romains. Ils savaient faire ça. Ils ouvraient des espaces, les gens se rencontraient, c'est là qu'on apprenait. On ne savait pas qui on allait rencontrer, on ne savait pas ce qu'on allait voir, on ne savait pas ce qu'on allait faire. On découvrait en y venant. Et c'est un peu ça une école. C'est pour ça que c'est très compliqué maintenant l'éducation. C'est que c'est très informel, c'est dans tous les sens, et tout le monde apprend de tout le monde. Moi, j'apprends beaucoup des étudiants et j'en profite pour les remercier. Merci beaucoup, merci pour votre réponse. Merci. Juste après avoir vu la vie et l'expérience en tant qu'employé dans des entreprises ou en tant qu'employé en général, on aimerait un peu voir ou aborder le sujet de l'entrepreneuriat pour montrer à tous les étudiants que c'est possible de prendre deux voies, soit corporate, soit aller et faire sa propre chose. On a parmi nous beaucoup d'entrepreneurs comme vous, voilà. Donc, Émilie, je veux vous poser cette question. Qu'est-ce qui est important pour nous étudiants de savoir si on aimerait prendre cette voie et faire notre business, par exemple, ou aller vers l'entrepreneuriat? Alors, merci Mariam pour la question. Moi, je rencontre, donc du coup, moi, je suis ambassadrice sur Made of Glasses et je partage mon métier avec les étudiants. Donc, j'ai beaucoup d'étudiants qui viennent me voir parce que beaucoup de jeunes ont envie d'être entrepreneurs aujourd'hui. Donc, il y a différentes questions qu'on me pose. Déjà, on me dit, est-ce que c'est pas trop difficile d'entreprendre quand on est une femme? Donc, c'est une question. On manque de femmes entrepreneurs. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'essaye d'aller porter même plus jeune chez des lycéens ou des collégiens pour dire que quand on est une femme, on peut tout faire. Entrepreneur, chercheuse, peu importe quoi, mais il n'y a pas de différence. Et les différences, c'est les seules qu'on se met nous dans la tête. Donc, déjà, un message pour les jeunes filles. On peut tout faire. Et il n'y a rien qui aujourd'hui ne soit pas accessible à des jeunes filles. Donc, quand on y croit, non mais c'est vrai, mais c'est un point important et qui est nécessaire à rappeler malheureusement. Donc, du coup, je me permets de profiter de ta question pour les chiffres baissent. Tu as totalement raison. Totalement. Exactement, c'est un point important et c'est un point sur lequel je pense que les barrières, on se les met toutes seules. Un jeune homme ne se met pas autant de barrières. Et donc, du coup, mon conseil, c'est croyez en vous et dites-vous que tout est possible parce qu'il n'y a pas de raison à la fin que ça ne le soit pas. Donc, ça, c'est déjà la première chose. Après, on me demande souvent quel est le bon moment pour entreprendre. Est-ce que on doit faire comme toi, passer 10 ans dans un grand groupe pour apprendre plein de choses et puis se lancer après en tant qu'entrepreneur? Est-ce qu'on peut entreprendre en sortant de l'école? C'est quoi les bons conseils? La réponse, c'est qu'il n'y en a pas. Il y a des gens qui sont des super entrepreneurs en sortant de l'école. Il y a des gens qui sont des super entrepreneurs quelques années après. Tout est possible et ça ne dépend que de toi et de chacun, j'ai envie de dire, et de est-ce qu'on se sent. Donc, ceux qui ont déjà une super idée ou qui n'ont pas d'idée, mais qui ont cet esprit entrepreneurial et qui ont envie de se lancer en sortant de l'école, c'est génial. Et moi, un de mes conseils, c'est même de commencer quand vous êtes à l'école, si vous pouvez. Parce que le plus dur, en fait, dans l'entrepreneuriat, c'est le financement au départ. Et donc, du coup, il y a 2 moments dans la vie où on peut être entrepreneur plus facilement, j'ai envie de dire, d'un point de vue financier. Parce qu'au départ, il faut que votre projet commence à marcher un petit peu avant que vous puissiez vous payer et que vous puissiez vous assumer. Donc, il y a 2 moments clés pour le faire. Le premier moment, c'est quand on est à l'école, parce que on n'a pas de revenus encore à ce moment-là. Donc, tant qu'à faire, autant en profiter pour commencer à être entrepreneur. Ou si on a la chance d'avoir des parents qui peuvent nous soutenir une année de plus en sortant d'école, voilà, c'est peut-être un bon moment. On a l'habitude de vivre avec pas trop grand-chose. Et donc, du coup, on continue à rester un peu étudiant et puis on se lance. Le deuxième bon moment pour être entrepreneur, c'est ce que j'ai fait moi. Et je ne l'ai pas fait pour des questions financières du tout. Je dis juste qu'au moment où j'étais étudiante, je ne me sentais absolument pas prête pour être entrepreneuse. J'ai un papa entrepreneur qui m'avait gâché quelques vacances quand j'étais toute petite parce qu'on avait dû rentrer plus vite parce qu'il y avait des problèmes. Donc, moi, j'étais partie quand j'étais à votre place en me disant jamais entrepreneur, un grand groupe et je ferai ma carrière à l'intérieur, mais jamais j'entreprendrai. Comme quand on se trompe aussi parfois. Mais moi, du coup, j'ai été entrepreneur 10 ans plus tard, avec 10 ans d'expérience professionnelle. Et là, il y a quelque chose aussi à savoir, c'est qu'en France, on a beaucoup de chance. Il y a quelque chose qui s'appelle Pôle emploi et qui fait qu'on peut, après avoir travaillé pendant plusieurs années dans une entreprise, bénéficier pendant 2 ans d'un accompagnement et d'avoir un salaire qui reste, qui permet du coup de se lancer, de créer son projet et puis de pouvoir avancer derrière.
Donc, il n'y a pas de meilleur moment quand on est à l'école ou plus tard pour être entrepreneur. Pour moi, ce qui est important, c'est de faire quelque chose qu'on a envie de faire. Et les 2 conseils que je donnerais pour vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est croire à fond à son projet, avoir un projet qui nous motive, parce qu'il y a des hauts et des bas dans l'entrepreneuriat. Et donc, du coup, il faut être passionné par ce qu'on fait et pouvoir y donner beaucoup d'intensité. Et donc, du coup, il vaut mieux croire à son idée, à son projet et être passionné parce que ça va demander beaucoup de travail et beaucoup d'investissement. Et la deuxième chose, si vous vous associez, ce que moi je conseille, et c'est ce que moi je vis, parce que je trouve que c'est intéressant de vivre les moments positifs comme les moments négatifs à 2, on se sent plus fort et c'est important de pouvoir partager et puis de bénéficier aussi de l'expertise de l'autre et d'avoir une complémentarité. C'est hyper important, mais posez-vous toutes les questions aussi au départ. Et donc, c'est important de s'associer avec la bonne personne, d'avoir la même vision des choses avec lui, de vouloir la même chose pour son entreprise. Et donc, du coup, de pouvoir… nous, on a pris du temps au départ de dire, OK, comment on voit les choses, qu'est-ce qu'on a envie de faire maintenant, dans 2 ans, dans 5 ans, etc. Et de s'assurer qu'on est avec quelqu'un avec qui on est compatible et on a envie d'avancer. Parce que ce qu'il faut savoir, l'entrepreneuriat, c'est très bien, mais il y a peu d'entreprises qui réussissent. Et donc, dans les raisons de l'échec, il y a 2 raisons principales. Un problème d'association, donc les 2 associés qui ne s'entendent pas et qui n'ont plus envie de travailler ensemble. Et après, le deuxième souci, c'est un manque de product market fit, c'est-à-dire que votre produit ne rencontre pas le besoin. Et ça sera mon dernier conseil. Si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, soyez très proche de vos clients, allez les rencontrer, posez beaucoup de questions et surtout, vous ne dites pas que votre idée, c'est la meilleure et qu'il faut en parler à personne. Au contraire, votre idée, elle ne vaut rien, c'est l'exécution qui compte. Donc, parlez-en au plus de monde possible pour avoir un maximum de feedback. Et c'est grâce à ce feedback-là que vous verrez si vous rencontrez votre marché et c'est là que vous pourrez créer votre entreprise. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ça répond parfaitement. Merci beaucoup. Je m'adresse à vous, M. Jamé, parce que je sais qu'il y a de nombreuses grandes écoles maintenant qui se focalisent sur l'entrepreneuriat en tant que major pour les étudiants de rentrée. Donc, je voulais savoir, c'est quoi l'importance de l'entrepreneuriat maintenant et pourquoi, par exemple, intégrer un master en entrepreneuriat? D'accord. Là encore, je vais repartir de très loin, en fait. Hein. Sans vouloir faire de la philosophie de comptoir, l'entrepreneuriat, c'est la vie. Hein. On n'est pas salarié de la vie. La vie, c'est ni un contrat à durée déterminée, ni un contrat à durée indéterminée. On le sait tous et toutes, malheureusement. Donc, la vie, c'est l'entreprise. Tout le monde est entrepreneur. Quand vous fondez une famille, quand vous achetez une maison, quand vous partez en vacances, quelque part, vous faites une petite entreprise. À chaque fois, vous faites un acte d'entreprendre. Quand vous écrivez un livre, vous écrivez un article, vous faites une petite entreprise, vous faites une micro-entreprise. Et donc, tout le monde est entrepreneur. Alors après, il y a ceux, on l'est tous plus ou moins sans le savoir, et puis il y a ceux qui sont entrepreneurs au sens un petit peu plus restreint, c'est-à-dire qu'effectivement, ils fondent une entreprise, ils font un projet de long terme, ils se mettent dans une dynamique de risque professionnel notamment. Et ça, effectivement, ça s'apprend parce qu'il y a un certain nombre de techniques de conduite de projet, de financement, de tout un ensemble de choses qu'Émilie vient de mentionner. Et donc ça s'apprend. Mais la base, tout le monde l'a. Donc tout le monde peut devenir entrepreneur. J'ai travaillé il y a quelques années dans une école, une grande école parisienne, où tous les étudiants devaient passer par un projet d'entreprise. Alors, c'est un peu bizarre parce que l'entrepreneuriat, c'est un peu volontaire, mais là, ils devaient tous y passer. C'était obligatoire. Ça s'appelait l'acte d'entreprendre. Tout le monde sortait avec un projet. Et c'est de là, par exemple, qu'est sortie une superbe entreprise qui est maintenant cotée, qui a été cotée au Nasdaq, une des premières licornes françaises qui s'appelle Criteo, hein, qui fait comment dire, de l'advertising automatique. Hein. Enfin, vous la connaissez. Donc voilà, alors ça s'est développé un peu partout. Maintenant, si vous regardez les formations spécialisées des grandes écoles, il y en a à peu près 150 sur l'entrepreneuriat. Et sur le repreneuriat aussi, parce que c'est une autre forme d'entrepreneuriat, celle-là, que de reprendre une entreprise qui a été fondée par d'autres. Donc voilà, en fait, ce que font les grandes écoles, c'est simplement aider des jeunes femmes et des jeunes hommes à exprimer, à se sortir un peu d'eux-mêmes. Mais ces qualités-là, en fait, on les a tous. On les a tous. Donc, non seulement on les a tous, non seulement on peut les apprendre en allant dans des filières entrepreneuriat, mais je dirais que tout diplômé de grande école, il doit se vivre comme un entrepreneur, parce que même si vous êtes salarié dans une société de services ou une société de biens,
vous allez être en situation de transformer les choses au niveau du management, au niveau des produits, au niveau des services. Donc, l'intrapreneuriat, c'est au moins aussi important que l'entrepreneuriat. Et je pense fondamentalement que c'est un soft skill auquel il faut former tout le monde, auquel il faut aider tout le monde, pour lequel il faut aider tout le monde à exprimer ce qu'il y a de meilleur, à ce qu'il y a en lui de manière, je dirais, innée et parfois même sans le savoir. Merci beaucoup. Jérémy et Dalila, je m'adresse à vous pour vous demander pourquoi avez-vous choisi l'entrepreneuriat et est-ce qu'il y a des moments que vous auriez changé votre choix si vous allez, par exemple, dans le passé? Jérémy. Merci, Mariam. Alors, l'entrepreneuriat, à vrai dire, je l'ai pas choisi. Ça m'a un peu tombé dessus. Moi, j'ai commencé à entreprendre en 2012. Je suis ingénieur en physique quantique à l'origine, donc assez loin des sujets sur lesquels j'ai entrepris, autrement dit les logiciels dans les ressources humaines. Je suis passé par des métiers d'ingénieur en performance industrielle, de consultant en stratégie, d'analyste financier. Et j'ai fini par entreprendre, mais vraiment par hasard. En fait, je me disais, mais comment ça se fait que je tombe sur des métiers et des boîtes où j'arrive pas à rester, où je m'ennuie vite et où j'ai envie de faire autre chose. Et j'avais l'impression de vraiment pas avoir trouvé ce que je voulais faire. Et donc, étant un peu tech et avec un frère qui était algorithmicien, on s'est dit, on va créer un algorithme qui permettra d'identifier dans Google la boîte qui pourrait me plaire. C'est parti de là. Hein. C'est une connerie qui est partie de là. Et puis donc, mon frère me dit, bah ouais, mais en fait, qu'est-ce qui te plaît? Je dis, bah je sais pas. Donc, on a développé un petit outil qui permettait d'identifier ce qui pouvait me plaire pour qu'on puisse ensuite trouver dans Google les entreprises qui pouvaient correspondre. Et puis, en fait, je ne savais pas quel mot on utilisait, la culture. Ah, mince. Je pense que Jérémy, on ne vous entend plus. Est-ce que vous nous entendez? Ok, Dalila, est-ce que vous pouvez répondre et Jérémy continuera quand il reprend la connexion? Oui, pas de souci. Alors, moi, c'est pareil. J'ai commencé ma carrière dans une filiale d'Engie dans le service public. Et du coup, j'ai pas eu la chance, comme disait Émilie, il y a 2 moments où il faut entreprendre. Donc, moi, j'ai découvert quand j'ai voulu quitter le service public qu'on ne cotisait pas pour le chômage et que du coup, je n'avais pas Pôle emploi. Mais c'était une bonne chose parce que ça m'a permis de me dire, bah, il faut que ça marche. Et du coup, il faut avoir des clients et il faut que je m'auto-finance parce que je n'ai pas de quoi vivre sinon. Donc, c'est vrai que ça m'aurait énormément aidé et c'est un très bon conseil. Si vous pouvez vraiment faire ça, bah, faites-le. Mais en tout cas, sachez que si vous êtes dans le service public, renseignez-vous. Il y a des entreprises encore en France qui ne cotisent pas pour le chômage et ça, c'était une belle découverte. Alors, pour revenir à mon histoire, donc moi, c'était quand je suis partie me former au design, je suis revenue et j'ai monté un des premiers labs sur le design, en tout cas dans l'industrie française, et je me suis rendu compte que en fait, c'était pas le fait d'arriver avec des méthodes qui allaient changer les choses. Le plus dur, c'était de changer les états d'esprit et de faire en sorte d'apprendre les soft skills à des personnes qui n'ont pas, parce que les soft skills, il y a ceux qui les ont, c'est inné ou c'est des compétences qu'on peut acquérir. Et en fait, je me suis rendu compte que, en tout cas, dans le monde du design, le plus dur, c'était de faire acquérir cet état d'esprit. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah, je vais créer ce que j'ai vu aux États-Unis et j'ai essayé de l'importer ici. C'est comme ça que je me suis retrouvée à quitter le monde du service public pour essayer de créer une école sur ça. Voilà. Et les conseils que je peux donner, c'est vraiment ne pas tomber amoureux de son idée. Ça, c'est le premier conseil que je donne. Vraiment tomber amoureux du problème que vous voulez résoudre, c'est le plus important parce que on se rend compte que quand on tombe amoureux de son idée, eh ben, on n'accepte pas les critiques et du coup, on reste dans un entonnoir et on veut absolument que notre idée fonctionne et on est sûr de cette idée. Donc, vraiment, essayez de se dire le plus important maintenant, même quand vous allez demander des financements, les gens regardent votre personnalité et non même pas votre idée ou votre projet. Ils regardent si vous, en tant que fondateur, vous êtes capable d'exécuter votre idée. Comme disait Émilie, c'est pas l'idée qui compte, c'est l'exécution. Donc déjà, ne pas tomber amoureux de votre solution, mais surtout de votre problème. Et faites-le aussi avec passion parce que
malgré le fait que vous allez faire peut-être un master dans l'entrepreneuriat, vous allez rencontrer des gens, mais tant que vous n'allez pas vivre ce que c'est que l'entrepreneuriat, tant que vous n'allez pas vivre tous les problèmes que vous allez avoir, si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites et si vous ne croyez pas aux problèmes que vous voulez résoudre, et le nombre de fois où vous allez vouloir dire je quitte tout et je reviens au service public tranquille, c'est vraiment la situation de plusieurs moments dans ma vie. Moi, à chaque fois, je dis, je suis comme un bac de boxe, en fait. En fait, je prends des coups et je reviens à chaque fois parce que on a une certaine résilience qu'on acquiert avec l'entrepreneuriat qui est assez incroyable. Donc voilà, vraiment résilience, ne pas tomber amoureux de son idée ou de sa solution, tomber amoureux de votre problème et faites-le aussi vraiment avec grande passion. Voilà. Et Jérémy, je te laisse la parole. J'ai essayé de parler en attendant que tu reviennes. Merci beaucoup, Dalila. Tu as dit plein de choses beaucoup mieux que je l'aurais fait, donc merci d'avoir pris le relais. Non, mais désolé pour la coupure déjà. Je vais avancer de quelques années, du coup, j'ai continué à parler dans mon coin en attendant. Mais ce que je peux dire, c'est que j'ai monté 2 boîtes pendant presque 7 ans. Il y en a une que j'ai liquidée et revendue, l'autre que j'ai revendue et j'ai passé la main. Et aujourd'hui, par exemple, je suis chez Job Teaser. Je me suis associé chez Job Teaser et je suis pas le patron. Je n'ai pas la responsabilité légale de la boîte. Mais sincèrement, je me considère toujours entrepreneur parce que j'ai un peu les mains libres dans la boîte. Je fais un peu ce que je veux et surtout, je travaille toujours sur la même ambition. Et là, je rejoins ce que tu dis, Dalila, que ce soit sur Monkey-Tai, que ce soit au LabRH ou que ce soit chez Job Teaser, j'ai toujours développé la même obsession, c'est se dire mais comment on peut permettre au plus grand nombre de gens de réaliser leur potentiel. Et ça a toujours été mon obsession. Et si demain, je me rends compte que ce n'est pas avec Job Teaser que je peux le faire, j'irai le chercher ailleurs. Et quel que soit le format, une association, une entreprise en tant qu'associé, créer une nouvelle boîte, moi, je crois beaucoup au fait d'avoir une passion et de toute sa vie se battre avec une vraie mission de vie. Merci beaucoup, Jérémy. Je pense que je termine là mes questions. Et juste avant de laisser la parole à Jérôme, j'ai un message de Marie-Claire, de Dean of MIB. Donc, elle dit Jérôme, bravo et merci pour ce magnifique webinaire que tu as construit avec les étudiants du MIB. Félicitations à toi et aux étudiants. Merci. Donc, mon message est le même. Merci beaucoup à nos 4 panélistes, à nos 2 modératrices et merci beaucoup à tous les étudiants qui ont travaillé depuis des semaines pour organiser cet événement. Je pense qu'il y a facilement de quoi faire 2 ou 3 autres webinaires de plus, tellement le sujet est riche, tellement les questions que vous avez apportées, les réponses que vous avez apportées, mais aussi les questions qui s'ouvrent sont riches de réflexions supplémentaires. Merci beaucoup à vous 6 d'avoir rendu cet événement possible. Merci beaucoup à tous les étudiants du MIB 1 pour cet événement. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.